Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'évaluation EcoVadis et notamment la partie éthique de celle-ci. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce format avec Pierre et donc on est content aujourd'hui de vous partager ce qu'on a à dire sur ça, sachant que on est toujours preneur d'un bonjour dans le chat ou d'une question dans l'onglet qui sera dédié pendant toute la session en bas à droite. Et pour que les présentations soient dignes de ce nom, je vais tout de suite mettre un sondage qui devrait apparaître à votre écran. On va savoir d'où les personnes sont connectées. C'est toujours intéressant de voir, en effet, on aurait pu faire un sondage politique même, mais de voir déjà d'où les personnes viennent. Étant moi-même de Palais, à Belle-Île-en-Mer. Palais qui voit sa population multipliée par 20 parfois même, et bien plus lorsque c'est la haute saison. Bonjour Maureen. Alors on attend encore 1 minute, les dernières personnes qui se connectent, et on va tout de suite lancer les hostilités. Nous sommes envahis en Bretagne. C'est intéressant parce que souvent on a beaucoup de gens du sud-est et aujourd'hui pas trop. C'est vrai que sur les 150 personnes, on a quand même beaucoup de Parisiens. Hein. Ah, Soisy qui représente Alain Serge, très bien, merci. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié, hein, juste à côté du chat. Pas de manquer celui-là. Et tout de suite, bienvenue, il est 11h03, nous lançons ce webinaire qui aura la particularité d'être entrecoupé d'un moment musical. Donc au milieu de cette session, nous vous soumettrons et révélerons la grande chanson Harmonie RSE, qui est la première chanson écrite sur la vie d'un responsable RSE, écrite et produite, et que je serais ravi de vous présenter au milieu de ce webinaire, donc tenez bon. Et Pierre, tout de suite, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, donc, je suis Pierre Parmer, je suis cofondateur et président de Beaver. Et ce qu'on fait chez Beaver, c'est accompagner les entreprises sur des sujets en lien avec la durabilité. On essaye de faire en sorte que ça devienne facile pour elles d'avoir des bonnes pratiques et de les maintenir, et derrière que ce soit reconnu à sa juste valeur à travers des certifications, des évaluations RSE comme EcoVadis. Et c'est à ce titre qu'on est très heureux d'animer ce webinaire avec Charles pour vous aujourd'hui. Merci Pierre. Et moi, je travaille avec Pierre depuis 1 an et demi sur l'aventure Beaver et je suis en charge de notre développement commercial et notamment de notre relation avec EcoVadis, que je connais bien. Et donc, je serais content de participer à l'échange aujourd'hui. Et déjà, une première question sur la CSRD et à quel point elle est interopérable avec le travail qu'on fait sur EcoVadis. C'est évidemment un des sujets que nous adresserons aujourd'hui. En temps venu. Il y aura un temps dédié aux questions à la fin, donc n'hésitez pas à alimenter l'onglet qui est dédié à droite. Vous pouvez voter pour les questions que vous préférez et on va passer du temps dessus à la fin. Donc merci à tous encore. Et tout de suite, pour comprendre aussi la formation que vous avez tous, c'est intéressant pour nous de savoir si on s'adresse plutôt à des personnes qui sont vraiment responsables RSE ou des gens qui ont été un peu promus, mais qui viennent d'un autre département et qui ont hérité de cette fameuse patate chaude que certains désirent ardemment et que d'autres subissent, comme on verra tout à l'heure dans la chanson. Moi, de mon côté, par exemple, j'étais commercial avant de devoir faire l'évaluation EcoVadis de mon entreprise. Et on a quand même pas mal de professionnels là. Pas de souci pour le retard. L'agenda. On va d'abord parler de qu'est-ce que c'est un plan d'action robuste avant de passer du temps sur le système Plan Do Check Act. Déjà pour dire, l'évaluation EcoVadis vient regarder votre système de management RSE et non votre impact, c'est-à-dire non la donnée exacte que vous metteriez dans votre bilan de GES, mais plutôt à quel point vous êtes engagé pour le réduire, vous avez des actions par rapport à ça, des indicateurs de suivi. C'est ça que vient regarder EcoVadis, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, et notamment en lien avec les sujets éthiques, donc ce fameux Plan Do Check Act pour EcoVadis, et répondre à toutes les questions qui pourraient être bienvenues. À ce sujet, Pierre, j'ai envie de te laisser nous raconter pourquoi tu as monté et lancé Beaver.
Ouais, je pense que ce qui nous a motivés initialement, c'était de voir pas mal de responsables RSE dans des entreprises qui pouvaient se sentir isolés, qui pouvaient se sentir démunis par rapport à des systèmes d'évaluation, par rapport à des demandes de parties prenantes auxquelles ils ne savaient pas forcément comment répondre. Et donc, nous, on s'est donné comme mission de vraiment les aider à à rencontrer le succès dans leurs aventures sur le sujet de RSE, à leur libérer du temps, à alléger un peu le fardeau, on va dire, qui va peser sur les épaules, et faire en sorte qu'ils puissent vraiment se concentrer sur ce qui compte pour eux, l'impact. Donc, motiver les gens au sein de l'entreprise, motiver les différents acteurs, motiver aussi la direction, pourquoi pas, et faire en sorte que les choses avancent. Et donc, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé, et 2 ans qu'on suit cette mission comme un phare qui nous guide. Ouais, on se rend compte que souvent les entreprises vont passer des heures ou des semaines à formaliser une charte éthique qui sera parfois même pas prise en compte. Et notre objectif, c'est évidemment de faire gagner du temps, faire gagner des points pour que les entreprises se concentrent sur ce qui a parfois plus de valeur ajoutée que répondre à des questionnaires de clients. À ce titre-là, on a nous-mêmes la meilleure note sur l'éthique en Europe, avec 90 sur 100, et la même meilleure note globale, ce qui est aussi du fait d'avoir des anciens analystes dans notre équipe, donc les personnes même qui analysent vos questionnaires, qui nous ont rejoints, toujours dans cette mission de faire gagner du temps à nos clients. Alors, pourquoi créer un plan d'action? Question qui va de soi, mais si on doit y passer une minute, Pierre. Ouais, et la raison pour laquelle on fait ce webinaire est spécifiquement sur l'éthique, d'ailleurs on a pu le faire sur d'autres thématiques comme les achats, comme les RH, etc. Et la raison pour laquelle on se concentre vraiment sur le plan d'action, c'est que c'est un peu la base de tout ce qui va être évalué finalement, non seulement par Ecovadis, mais aussi par d'autres acteurs. Et typiquement dans la CSRD, on va en parler un peu plus tard, il y a vraiment ce concept aussi de politique, de action qu'on va mettre en place pour traiter des enjeux qu'on aurait identifiés, de reporting qui va permettre de savoir si on va dans la bonne direction. Et donc c'est vraiment ça qui est important. Donc, au-delà de finalement cet élément de conformité où c'est vraiment la base de ce qui va être attendu et ce sur quoi vous allez être jugé, bah, pour vous, c'est des formidables outils d'avoir des plans d'action, forcément pour juger de votre progression et vous assurer que vous allez dans la bonne direction et aussi également prioriser un peu toutes les actions à mener parce que la RSE, c'est très large. Dans certains sujets, on peut aller très profondément. Et donc, l'enjeu, c'est de pas se perdre, de se concentrer vraiment sur ce qui va être important pour l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de plan d'action aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut en créer. Est-ce que tu es en mute, Charles? On dirait. Non, je me réjouissais devant le chat de voir que les personnes se répondent entre elles et qu'on est en train de créer ce regroupement de responsables RSE. La base du système de management, rapidement, Pierre, on l'a dit, l'évaluation Ecovadis ne regarde pas l'impact, ou du moins la performance pure indicative, mais vraiment le système de management autour de ça, ce qui va être similaire à certaines choses qu'on peut retrouver autour de la qualité, par exemple, et du 9001. Si tu veux en... Ouais, exactement. En fait, ce que va évoluer Covadis et souvent un peu finalement d'autres évaluations également, c'est est-ce que vous avez un système de management? Un système de management, c'est vraiment toute la structure qui vous permet de vous inscrire dans une logique d'amélioration continue. Où en fait, vous fixez des objectifs, vous mettez en place des actions, ensuite vous vérifiez si vous avez bien atteint les objectifs que vous étiez fixés, et derrière, vous actualisez un peu la boucle. Donc tout ça, ça a été théorisé par justement le Plan Do Check Act, qui correspond exactement à ça. Dans la partie plan, typiquement chez Covadis, on va retrouver les engagements, les politiques, les objectifs qui sont mis en place. Dans la partie do, c'est toutes les mesures qu'on va vous demander, et ça correspond à la partie action, par exemple dans la CSRD. Dans la partie check, c'est le reporting. Donc là, c'est vraiment des KPI qui sont à comparer aux objectifs que vous êtes fixés. Et puis act, c'est vraiment toute la gouvernance qui vous permet d'actualiser votre stratégie. Donc c'est vraiment ça qui est jugé, c'est vraiment ça qui est apprécié. Il faut vraiment comprendre que pour avoir un système d'amélioration continue complet, il faut mettre en place toutes ces briques-là pour que ce soit efficace. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et alors sur Ecovadis, spécifiquement, donc dans l'éthique, il y a quelques enjeux de durabilité. Pour chaque enjeu de durabilité qui sera activé pour votre entreprise, donc parfois vous allez voir sur votre fiche d'évaluation absence de documentation concluante sur la lutte contre la fraude, contre la corruption. Euh, et ça, c'est autant d'enjeux de durabilité qu'il faut savoir prouver, à la fois en termes de politique, d'action, donc le fameux DO, et d'indicateurs de suivi. Tout à fait. En fait, ce qu'ils vont vraiment essayer d'aller chercher du côté des Covadis dans votre évaluation, c'est de comprendre sur chaque enjeu qui est considéré comme matériel, est-ce que vous avez cette structure qui vous permet vraiment d'avoir la boucle d'amélioration continue? Et donc pour eux, le Plan Do Check Act, ça prend cette forme-là avec 2 sous-dimensions sur lesquelles vous êtes évalué sur la partie plan, qui sont les politiques et les adhésions à des initiatives externes. Sur la partie 12, ça va être des mesures, des certifications et la couverture. Alors, la couverture, ça s'applique que aux entreprises de plus de 1000 employés.
Et sur la partie check, il y a un peu le côté vérification interne et externe. Interne, c'est le reporting, c'est vos KPI. Et externe, c'est ce qu'il appelle la veille 360. Donc, c'est suivi des récompenses, des condamnations qu'on peut trouver dans la presse à votre égard sur votre organisation. Et donc, c'est vraiment cet ensemble-là qui va être jugé et qui va justement répondre parfaitement au Plan do Check Act et qui va permettre à l'analyste EcoVadis de se faire une conviction sur le fait que vous avez ou que vous n'avez pas la structure qui vous permet de vous inscrire dans cette logique d'amélioration continue. Évidemment, je reçois déjà beaucoup de messages privés en plus de tout le chat. Le replay sera envoyé à toutes les personnes qui restent bien jusqu'à la fin, particulièrement. Donc, pas de souci. Alors, la question de Swazik ici, PDCA dans la CSRD, on parle pas mal d'EcoVadis. Rapidement sur l'éthique, quelle est la partie éthique sur la CSRD Will et comment est-ce qu'elle est évaluée par le CAC? Je ne sais pas si Will sera en mesure de répondre parce que je ne suis pas sûr qu'il soit connecté. Euh, mais ce que voulais dire Pierre, c'est intéressant parce que dans la CSRD, on retrouve exactement la même logique de politique, d'action, de reporting, finalement, de mesures, de métriques qu'on va effectivement suivre. Et acte, toute la gouvernance, pour le coup, c'est très puissant aussi et très important dans la CSRD. Et donc, sur la partie vraiment éthique, donc ça correspond à l'ESRS G1 Business Conduct. Et donc, on peut faire des parallèles entre des choses qui sont demandées dans EcoVadis et des choses qui sont demandées justement dans la CSRD. Typiquement, ça va être les politiques anticorruption. Dans le DOU, il va y avoir des questions sur est-ce que vous avez mis en place des mesures justement qui vous permettent de prévenir et de détecter la corruption, les pots de vin. Dans la partie check, il y aura des métriques sur des incidents confirmés. Est-ce qu'il y a des incidents qui sont confirmés? Est-ce que vous avez eu des amendes? Est-ce qu'il y a des condamnations? Et puis derrière, sur Acts, là, ce sera plutôt des choses qu'on va retrouver un peu en transverse via le SRS 2 sur tous les systèmes de gouvernance qui vous permettent justement d'intégrer toutes les décisions et tous les éléments finalement de votre boucle d'amélioration continue dans les instances dirigeantes et qui vous permet d'actualiser cette boucle et d'informer votre stratégie. Et Swazik écrit dans le chat, en fait, j'aimerais bien comprendre à quel point EcoVadis m'aide pour le CSRD. Ça aide beaucoup. C'est vraiment un peu la même structure, la même base. Il va y avoir des spécificités. Mais derrière, ce qui va vraiment compter, c'est qu'il y a quand même des exigences de reporting et de divulgation qui sont un peu plus fermes, on va dire, dans la CSRD que dans EcoVadis. Donc, EcoVadis, c'est une très bonne base, justement, pour aider et aller dans le bon sens. Et puis derrière, une fois qu'on a cette base-là, on peut apporter les petites touches qui sont nécessaires pour aller compléter et être sûr qu'on est conforme aux exigences de reporting de la CSRD. Et nous, typiquement, c'est exactement ce sur quoi on aide nos clients. Vraiment en les amenant justement d'une certification à une autre, en s'assurant qu'ils travaillent une fois pour toutes sur des éléments qui vont pouvoir être utilisés pour différents besoins comme la CSRD, comme Bicorp ou comme EcoVadis. C'est pour ça que c'est assez idéal lorsqu'on est déjà soumis à l'évaluation EcoVadis d'attendre pour un accompagnement CSRD et de justement commencer par bien faire le travail sur EcoVadis parce que, notamment si vous le faites avec Beaver, il y a énormément de points qui seront utiles pour ensuite votre déclaration CSRD. Alors le plan, qui est la partie sur laquelle les entreprises perdent le plus de points, généralement, alors même que c'est sûrement la plus simple à mettre à jour, c'est cette idée que EcoVadis, on l'a dit, attend des objectifs très clairs de réduction, d'amélioration sur les différents enjeux de durabilité, et notamment que ceci soit figuré dans une charte éthique, ce dont nous allons parler tout de suite. Et à quoi ça ressemble? Will, toi qui as fait, Pierre, qui a fait plus de 100 accompagnements, et je pense à Will beaucoup parce qu'il a travaillé chez EcoVadis et qu'il était particulièrement analyste sur cette partie-là et qui connaît très bien à quoi ressemble une charte éthique. Donc on a mis ici à l'écran une sorte de checklist à ne pas manquer lorsqu'on prépare son dossier. Ouais. Et là-dessus, le point de départ, finalement, que ce soit pour EcoVadis, que ce soit pour la CSRD, c'est de s'assurer que votre politique, elle couvre bien les enjeux qui sont matériels pour votre organisation. Donc, dans le cas d'EcoVadis, c'est des enjeux qui vont être activés ou non en fonction de votre taille, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de vos pays d'implantation, pour vous. Donc, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Dans le cas de la CSRD, il va falloir faire l'exercice de double matérialité qui va vous permettre d'identifier ces enjeux. Et puis ensuite, sur cette base de ces enjeux, il va falloir que vous écriviez, que vous décriviez plutôt comment est-ce que vous comptez les adresser. Et donc là-dessus, il va falloir dire sur quel champ d'application, justement, à quel champ d'application la politique se concerne, quels sont les objectifs et les engagements que vous êtes fixés, et idéalement des objectifs quantitatifs pour que vous puissiez vraiment, à l'issue de la période sur laquelle vous voulez fixer, que ce soit 1 an, que ce soit 2 ans, vous puissiez vous dire on a atteint ces résultats ou on ne les a pas atteints, et vraiment prendre des décisions informées à la lumière de ça. Et puis derrière, le dernier élément qui est vraiment important, c'est la gouvernance.
La gouvernance, c'est vraiment qui est responsable finalement dans votre organisation de mettre en musique cette politique, qui est responsable au plus haut niveau de son implémentation, comment est-ce que les responsabilités sont cascadées dans des parties de l'organisation, par exemple des entités, etc., et bien diffusées, et comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde finalement a connaissance de cette politique et du cap qu'on s'est fixé. Et puis le dernier élément, c'est les mécanismes d'examen et de mise à jour de la politique. Donc, pour ceux qui font de l'ISO 9001 ou l'ISO 14001, ils connaissent bien, ça va être des petits encadrés qui décrivent en fait les mécanismes de diffusion, de révision avec les versions du document, qui permettent de montrer qu'il y a vraiment une logique d'amélioration continue dessus. Ça, c'est un peu les principes de base ou la checklist de base pour rédiger une bonne politique qui soit convaincante et qui vraiment fixe un cap clair pour votre entreprise sur les sujets matériels. Dans le cas de la charte éthique, notamment pour EcoVadis, il y a 2 spécificités en plus. Vous allez aborder des thématiques comme la corruption, comme la fraude, comme le blanchiment d'argent, et c'est très important de le définir, de quoi vous parlez en fait, comment est-ce que vous définissez ces différents termes. Et puis il y a un dernier aspect qui est en fait votre charte éthique, idéalement, elle a vocation à être signée par l'ensemble de vos employés. Donc c'est pas mal de prévoir un petit bloc de signature, comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui rejoint votre organisation, et ben, vous envoyez la charte éthique et ça fait partie du parcours d'onboarding, du parcours de bienvenue, on va dire, et ça permet justement de vérifier que tout le monde est bien au courant des règles que vous êtes fixé dans l'organisation et du cap que vous êtes fixé sur ces sujets. Merci, et je vois qu'on en reçoit de plus en plus de questions. Je rappelle qu'il y aura une session dédiée à la fin. Ici, sur cette slide, on a souhaité montrer à quoi ressemble une politique justement qui respecte à la fois toutes les attentes d'EcoVadis, donc une politique qui va obtenir 100 sur 100, mais aussi évidemment une politique qui est utile, qui a du sens pour un système de management RSE, puisque c'est pour ça qu'on fait ça. Alors on a marqué achat responsable en haut, c'est une faute de frappe, ça aurait pu être éthique, mais la structure est évidemment la même, comme disait Pierre. Tout à fait. Et en fait, l'exemple finalement, que ce soit achat responsable, environnemental ou autre, importe peu ici. Ce qui va vraiment... En fait, le point qu'on essaie de faire à travers cet exemple, c'est qu'une politique n'a pas besoin de faire 15 pages. Une bonne politique, elle peut tenir en 2 pages et être vraiment très efficace parce qu'elle se concentre sur tous les points importants qui vont être les principes, les engagements, qui vont être des objectifs qui vont être quantitatifs, qui vont être temporels également, donc vraiment définis dans le temps, avec une gouvernance qui va être bien décrite et bien fixée. D'ailleurs, ici, la gouvernance, elle pourrait être un peu plus étoffée pour vraiment raconter comment est-ce que les informations et les décisions vont être prises, par qui et comment est-ce qu'elles vont être cascadées dans l'organisation. Et derrière, toute la partie diffusion-révision. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, rédiger une bonne politique qui correspond aux attentes d'EcoVadis, mais qui va aussi pouvoir vous aider dans le cadre de la CSRD, c'est pas compliqué. La seule partie complexe, finalement, c'est de mettre un peu de jus de cerveau pour définir des objectifs qui ont du sens et qui permettent vraiment à votre entreprise de progresser. Bon, en tout cas, ça fait toujours aussi plaisir de voir que dans les commentaires, tout le monde se partage les bonnes pratiques. Je ne sais pas qui est cette fameuse Swazik, mais je l'inviterai très prochainement à un prochain webinaire. Pourquoi pas dès la semaine prochaine sur le social. Et je vois qu'on va pouvoir créer un groupe rien que pour les participants de ce webinaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volonté d'échange. Ouais, mais c'est intéressant. Les responsables RSE avec qui j'échange, Pierre, me disent souvent je me sens isolé, frustré, d'avoir du mal à embarquer aussi certains collaborateurs, de trouver des référents. Et ça passe souvent par la définition de bons objectifs, qui sont d'ailleurs attendus par EcoVadis, des objectifs qui suivent la fameuse méthode SMART. Tout à fait. Et je profite juste avant de répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat. Je vous encourage vraiment à le poser dans l'onglet questions. Comme ça, derrière, ça nous permet de les mettre à l'écran et d'y répondre en direct. Et je pense particulièrement à la question de Léa. Sur les objectifs SMART, donc les objectifs, ils doivent être spécifiques, clairs, compréhensibles. Ils doivent pouvoir être mesurés. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le côté quantitatif. Il doit être pertinent, forcément, donc rattaché un peu à ce que vous souhaitez mesurer, atteignable également. Ça ne sert à rien de se dire, imaginons que vous n'avez jamais fait le bilan carbone et vous dites, on va viser moins 70% d'émissions de GES à horizon 2026. C'est un objectif qui n'a aucune chance d'être atteint et donc ce n'est pas un objectif qui est utile. Donc il faut vraiment définir des objectifs qui vont être atteignables, ambitieux mais atteignables quand même. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la manière dont on va travailler avec nos clients, souvent, et même quand c'est par exemple une préparation ou un peu, structuration un peu de la démarche justement dans le but de pouvoir derrière passer une évaluation EcoVadis, la partie par laquelle on va systématiquement commencer avec nos clients, c'est la partie reporting
Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de relever les compteurs, de comprendre où est-ce qu'ils en sont sur différents indicateurs, sur différents enjeux, et derrière, avec cette donnée-là, avec cette information-là, de pouvoir proposer, de pouvoir identifier des objectifs qui vont être pertinents et qui vont être dans la continuité justement de ces mesures et de où on en est aujourd'hui. Et le dernier aspect qui est très important, c'est le côté temporalité. Il faut vraiment que vos indicateurs ils soient associés à une temporalité. Si c'est juste atteindre X% de réduction, en fait, il manque un élément qui est super important, qui est est-ce que c'est d'ici 2050 ou est-ce qu'en fait c'est l'objectif que vous fixez pour l'année prochaine. Si vous faites tout ça, vous avez vraiment des bons objectifs et il vaut mieux avoir quelques bons objectifs, 2, 3, 4, plutôt qu'une, toute une liste à la Prévert de 50 objectifs qui sont mal définis. Tout à fait. Alors, merci Pierre sur ça. Et avant de passer à la partie qui nous intéresse, celle du passage à l'action et qui vaut quand même 40% de la note, on va en parler. On se rend compte que le plus dur pour passer à l'action, c'est évidemment, comme le dit Léa, d'aller engager les collaborateurs dans la démarche. À ce titre-là, nous aimerions vous partager la chanson qui a été écrite par nos équipes sur la vie d'un responsable RSE. C'est une pause, une trêve qu'on fait dans ce webinaire et on vous invite à mettre le son le plus fort possible de votre côté pour pouvoir bien l'entendre. Salut, je m'appelle Nathalie, à 18 mois j'ai été promu responsable RSE. Ça m'a fait plaisir sur le coup, un beau défi pour moi venant des RH et de la qualité. Puis de fil en aiguille, de questionnaire en questionnaire, de certification en label. J'ai connu le silence, la frustration, la solitude d'un métier vraiment pêle-mêle. Je suis responsable RSE, petit enfant égaré, entre l'isolement et les Français. Et je garde l'espoir dans ce combat si fou, d'embarquer la direction vers un monde plus doux. Collecter les données, un vrai parcours du combattant. Téléphone, email, je toque aux portes, je démarche en accompagnant. Les achats n'ont pas le temps pour mes histoires d'environnement. Je cherche encore des ambassadeurs d'un durable développement. Je suis responsable RSE, faisant dans le monde de demain. Je chante le climat et le respect des droits humains. Je garde le cap, malgré les vents contraires. Car le futur de la planète, c'est toute notre affaire. Dans les couloirs feutrés, je suis l'étranger émissaire. Évoquant la déforestation, quand d'autres pensent de dividendes amers. Entre les chiffres de croissance et les courbes financières, je murmure les limites planétaires derrière une prière. Alors je continue avec courage et détermination. Formé par le C3D, je rêve d'une domination. De l'humilité, de la pauvreté, de la sobriété des monastères. Pourquoi gagner la lune si on en vient à perdre la terre? Je suis responsable RSE, dans le monde de demain. Je chante le climat et le respect des droits humains. Je garde le cap, malgré les vents contraires. Car le futur de la planète, c'est toute notre affaire. Et merci à tous. Tout de suite, nous revenons aux affaires. Et le futur de la planète, c'est effectivement toute notre affaire. Ouais, et c'était sympa de voir que malgré l'opportunité là de passer un bon moment musical, on avait quand même des personnes qui restaient concentrées sur le fichier Excel de Swazig, notamment Alain Serge qui continuait de partager les bonnes pratiques à ce sujet. Je suis pas sûr que ce soit la bonne présentation que tu. Hop. Tout à fait. Merci à tous. En tout cas, c'est super sympa là, tous les commentaires qu'on reçoit. On continuera d'écrire ces chansons. Une prochaine chanson sur Ecovadis et une autre sur la CSRD vont sortir aussi.
toujours dans cette optique de travailler avec les responsables RSE et de les mettre dans les meilleures conditions. Des exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre, on l'a dit, pour chaque enjeu de durabilité, il faut avoir une politique, des engagements, des objectifs quantitatifs, mais il faut aussi 3, 4, 5 actions pour montrer qu'on prend effectivement ces sujets à cœur et que ce n'est pas juste des engagements déclaratifs. Tout à fait. Et dans les actions, alors on va pas toutes les parcourir parce qu'il y en a beaucoup, mais dans ce qui va compter finalement, il va y avoir un peu 3 typologies, on va dire, d'actions. Il va y avoir des actions qui vont être plutôt des actions d'identification du risque, donc des cartographies, par exemple une cartographie de corruption. Il va y avoir des actions de prévention, tout ce qui va être, par exemple, formation, tout ce qui est communication, code de conduite, etc. Et puis, il va y avoir des actions de contrôle. Donc derrière, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a bien la bonne supervision, qu'on a, par exemple, des contrôles comptables qui nous permettent de vérifier, ou des contrôles financiers qui nous permettent de vérifier qu'il n'y a pas de problème avec la corruption, avec des conflits d'intérêts, avec des pots de vin. Donc c'est un peu les 3 choses sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Toutes n'ont pas le même degré de complexité. Il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Typiquement, mettre en place un début de formation sans que ce soit forcément très poussé, ça va être souvent plus facile que de se dire, en fait, on va mettre en place tout un programme de diligence raisonnable envers les tiers qui va s'appliquer à 100% de nos fournisseurs et de nos partenaires commerciaux ou financiers. Et donc, ce qui est important en fonction de votre maturité, c'est aussi de mettre les actions qui vous permettent de progresser, d'aller de l'avant, sans chercher nécessairement à tout vouloir faire tout de suite. En fait, il y a vraiment cette démarche d'amélioration continue. Vous allez pouvoir faire mieux l'année prochaine que ce que vous faites cette année. Et pour vraiment vous assurer que vous avancez, il faut commencer par faire ce qui est à votre niveau et être assez humble finalement dans la démarche et dans le fait de reconnaître où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et typiquement, nous, il y a des choses chez Beaver où en fait, on s'efforce vraiment de mettre pas mal d'actions en place sur ces sujets. Mais il y a des choses sur lesquelles on est encore un peu jeune, on va dire, et c'est des choses qu'on va mettre en place plutôt à partir de l'année prochaine ou de l'année encore suivante, pour vraiment que ça puisse bien fonctionner dans l'entreprise. 4 grandes étapes pour mettre en place ces actions. Et l'idée ici, c'est il y a énormément de choses que vous pouvez faire. On l'a dit dans la chanson et vous le savez pour votre entreprise qui n'est pas une ONG, vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas tout faire. Donc, par où commencer, Pierre, concrètement, pour lancer ces actions? Là-dessus, on retrouve un peu finalement des méthodologies je vais dire, de cabinet de conseil, de gestion de projet. En fait, on va commencer vraiment de l'objectif qu'on s'est fixé en disant, bon, on s'est fixé un objectif de réduction, on s'est fixé un objectif de formation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place qui va participer à l'atteinte de l'objectif? Et là-dessus, on peut avoir une liste un peu à l'après-vert. Il ne faut pas hésiter à la faire plus longue, vraiment lister toutes les idées qu'on peut avoir, toutes les initiatives qu'on pourrait lancer. Et puis ensuite, on va prioriser en fonction de 2 critères qui vont être l'impact, vraiment à quel point ça contribue à l'atteinte des objectifs, et puis la partie faisabilité. Est-ce qu'on a les moyens nécessaires? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire dans l'organisation compte tenu de là où on en est aujourd'hui, des moyens financiers, des moyens humains qu'on a à disposition? Une fois qu'on a bien priorisé, sectionné ces actions, du coup, c'est là où on affine le plan d'action. Et derrière affiner le plan d'action, ça veut dire définir des responsables qui vont être chargés de mettre en place des actions, des échéances, des étapes intermédiaires, identifier les dépendances, et puis derrière toute la gouvernance qui permet de mettre ça en musique. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et normalement, c'est donner un peu justement un plan de travail avec des échéances, et puis on peut suivre est-ce que les choses avancent correctement. Et donc, on tombe vraiment dans la partie gestion de projet à ce moment-là. La partie qui vaut 35% maintenant de la note sur la partie éthique, c'est les indicateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas améliorer ni changer ce qu'on ne mesure pas, et il s'agit dans un bon système de management d'avoir en effet 60 à 80 indicateurs au total, et peut-être le quart pour la partie éthique, qui vont venir attester de ce qu'on a proposé, ce qu'on a promis, ce qu'on a mis en place, à quel point est-ce que vraiment ça fonctionne. Là-dessus, on a mis beaucoup d'exemples d'indicateurs également. Je crois que c'était une question, vous aurez accès au replay, donc vous aurez accès au contenu, donc vous n'avez pas besoin de noter justement tous ces indicateurs-là. Ce qui va vraiment compter, c'est, comme disait Charles, d'avoir des indicateurs qui vous permettent de mesurer finalement l'efficacité des actions que vous avez mises en place. Parce que sinon, souvent, en fait, vous prenez vraiment le risque de mettre en place des actions sans savoir vraiment est-ce que c'est utile, est-ce que ça contribue finalement à l'atteinte des objectifs. Et si c'est ça, c'est terrible parce que vous vous exposez vraiment à une efficacité des ressources, de l'emploi des ressources qui risque d'être problématique pour votre entreprise. Sur la manière dont les indicateurs vont être jugés, ou en tout cas sur la partie évaluation, donc plutôt EcoVadis, il y a un peu 2 composantes différentes à avoir en place. Il y a
la partie vraiment reporting. Est-ce que vous avez un reporting qui vous permet de suivre justement ces KPI très précis pour savoir si vous avancez? Et donc là, ce qui va compter, c'est d'avoir un peu de l'antériorité, montrer que vous suivez les mêmes KPI depuis 2021, 2022, 2023, 2024, et que c'est vraiment sur les bons sujets et que ça vous permet de couvrir les bons enjeux matériels. Et ensuite, Ecovadis, dans leur système de notation et d'évaluation, il y a ce qu'ils appellent les facteurs de qualité du reporting. Et donc, dans les facteurs de qualité du reporting, on va pouvoir trouver notamment le fait que vos indicateurs et que vos KPI ils soient revus par un organisme tiers indépendant. Donc, quelqu'un d'externe revoit vos indicateurs et dit oui, on atteste que l'information qui est communiquée est bonne. Il va y avoir le fait de les fonder sur une analyse de matérialité ou double matérialité qui va vraiment permettre de dire les indicateurs qu'on a, ils correspondent vraiment à des enjeux qu'on a identifiés. Et puis après, il y a des choses plutôt sur la partie partage un peu public de l'information. Et là-dessus, la réflexion qu'il faut avoir, c'est vous dire, en fait, pour un analyste, notamment quelqu'un d'externe, que ce soit Ecovadis ou autre, qui va revoir un peu ce que vous racontez, si il y a des choses qui sont publiées publiquement, ils vont avoir une confiance supérieure dans le fait que vous avez quand même vérifié ce que vous avez publié avant de le publier, parce que vous exposez un peu justement au grand public. Et donc, par définition, il part du principe qu'il y a quand même un degré de contrôle supérieur qui a été fait sur vos indicateurs par rapport à juste avoir un tableau d'indicateurs en interne sur Excel et qui ne sort pas de l'entreprise. Et je vois Christine qui dit que la fresque, c'est une mise en route, effectivement. En fait, la plupart du temps, ce qu'on voit sur les fiches d'évaluation Ecovadis, Pierre, c'est qu'il y a marqué reporting, absence de reporting sur cet enjeu, ou quand il y en a eu un, il n'est pas concluant. Donc ici, l'objectif de vous donner cette liste d'indicateurs, c'est de vous donner aussi les armes et toutes les bonnes données que vient regarder justement l'analyste qui regarde votre questionnaire. Donc c'est pour chaque enjeu de durabilité qui est au-dessus de chaque liste, vraiment, c'est les indicateurs que vous allez pouvoir montrer. Et idéalement, vous faites un reporting qui est sur plusieurs années, ce qui prouvera un vrai système de management. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu as tout à fait raison, Charles. C'est notamment sur la partie éthique, c'est souvent le cas d'avoir justement des fiches d'évaluation dans lesquelles ils disent il n'y a pas de reporting concluant. Et quand on parle avec les clients, ils disent oui, mais en fait, nombre d'alertes, c'est 0, ou nombre d'incidents confirmés, c'est 0. Donc en fait, je ne vais pas reporter 0. Et en fait, il vaut mieux reporter 0. Et même pour vous, c'est intéressant parce que même dans la manière dont on peut piloter différents sujets, typiquement nous, la manière dont on pilote l'organisation Beaver au sens un peu plus large, il y a des indicateurs, en fait, on veut les avoir, non pas parce qu'on s'attend à ce qu'ils varient, mais pour pouvoir identifier si jamais il y a le moindre problème et un 0 qui devient un 1, qui devient un 2, deux alertes en lien avec la discrimination, le harcèlement, ou deux alertes en lien avec l'éthique, on veut être en mesure de le voir tout de suite et de pouvoir agir. Donc, c'est plutôt des indicateurs où on se dit, en fait, on s'attend à ce que ce soit 0, et idéalement, ça va rester 0 au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des trimestres, mais on les mesure quand même et on les met dans notre Excel, on les met dans notre outil. Parce que si jamais un jour ça passe à 1, ça passe à 2, ça passe à plus, on est en mesure de le savoir et d'agir tout de suite. Enfin, nous avons défini des objectifs, on s'y est engagé à travers des actions, on a suivi des indicateurs pour mesurer la performance des dites actions. Il s'agit désormais, à la lumière de ces données, d'actualiser la gouvernance et donc de mettre à jour ces politiques. Pour information, votre politique, votre charte éthique qui va être valide 8 ans aux yeux d'Ecovadis, mais vous le savez bien, pour votre entreprise, mieux vaut la mettre à jour bien plus régulièrement pour qu'elle garde du sens à la lumière des évolutions de votre entreprise. Tout à fait. C'est vraiment la partie, en fait, boucle d'amélioration continue. Donc, on est parti de la définition des objectifs, on a fait tout notre cercle jusqu'au reporting. Et là, on joint les deux bouts. Et du coup, les résultats ou les mesures qu'on aura faites justement sur les KPI qu'on aura définis vont nous permettre de comparer où est-ce qu'on est arrivé par rapport aux objectifs qu'on avait fixés. Donc, on s'était dit qu'on allait former tant de pourcents des employés, par exemple, à l'éthique ou sur les sujets de corruption. On est arrivé, par exemple, 80%, on est arrivé à 75%. Bon, à la lumière de ça, on sait qu'on va devoir faire des efforts supplémentaires de formation et devoir probablement redéfinir un objectif ou le reconduire pour l'année suivante pour y arriver. Et la manière dont on va pouvoir utiliser cette stratégie sur la partie éthique, c'est vraiment via 4 composants. Déjà, il faut qu'il y ait un peu une responsable chef d'orchestre, qui est probablement vous qui assistez à ce webinaire, qui va être responsable de mettre justement cette boucle d'amélioration continue et ce système de management en musique, et vraiment de coordonner un peu tous les efforts entre
entre on va dire, les différents services ou les différents comités de direction. La deuxième composante, c'est les organes de direction. Souvent, en tant que chef d'orchestre, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, à partir des éléments appliqués, vous allez apporter ces éléments-là aux organes de direction, leur dire très précisément, voilà ce qu'on s'était fixé comme objectif, et voilà où on en est aujourd'hui, et voilà la préconisation, la recommandation. Et c'est eux derrière qui vont pouvoir décider. Ça s'accompagne, les deux responsables, plus organes de direction, d'une temporalité, forcément. Donc, il faut définir un peu des temps forts dans l'année. Ça peut être trimestriellement, ça peut être 2 fois par an, ça peut être 1 fois par an. Justement, on va se réunir pour parler de ces sujets. Et puis, il faut définir également les informations qu'on va rapporter. Souvent, notamment, par exemple, si c'est des présentations à des conseils d'administration ou à des comités de direction, on n'a pas un temps infini, on ne peut pas tout revoir dans le détail. Donc, il faut vraiment être très bien préparé sur qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter pour prendre des décisions qui vont être les plus efficaces possibles et les plus rapides possibles, à la lumière des éléments qu'on aura amenés. Swazi qui se rend compte qu'elle s'est engagée sur une sacrée tâche et il a l'impression maintenant préfère que les gens lui écrivent. Je vais mettre moi ici à l'écran un lien vers un fichier justement d'indicateurs clés de durabilité à suivre. Donc si vous voyez mon écran, vous allez pouvoir le découvrir aussi prochainement lorsque je vais l'afficher. Alors tout de suite, on va prendre les questions. Et ici, la première question, c'est celle de Krishmi, qui nous dit comment prouver les actions mises en place d'une charte. Est-ce qu'il faut rédiger un rapport avec des preuves ou alors, voilà, quel est ton meilleur conseil, Pierre, pour prouver des actions? Ouais, pour prouver des actions, ça va être des documents qui sont des documents un peu opérationnels. Typiquement, ça va être des procédures, ça peut être pourquoi pas des contrats, ça peut être une présentation qui va être une revue de direction dans laquelle on est vraiment en train de comparer, voilà un peu tout le plan d'action qu'on a défini, voilà l'avancement, voilà ce qu'on va faire sur le mois suivant ou sur le trimestre suivant. Donc, c'est vraiment des documents qui vont montrer que c'est vraiment intégré dans la vie de votre entreprise. Et je laisserai, tu m'as dit que c'était qui avait posé cette question? Krishmi, confirmer si ça répond bien à sa question ou pas. Et je te laisserai prendre la question suivante aussi, Pierre. Et la question suivante. C'est-à-dire la question suivante, Charles, je suis pas sûr de. Ah, je choisis en fait. Ouais. Ok. Hop, Marie. Et Marie, effectivement, je sais que je te dois une réponse sur la partie CSRD. Désolé, c'était un peu occupé ces derniers temps. Donc, actions d'amélioration de la RSE sont les mêmes que pour la CSRD. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la CSRD est pas. La CSRD est comment dire, un mode d'emploi sur la manière dont vous pouvez rapporter sur vos impacts, sur la manière dont ça fonctionne dans votre entreprise. Donc, c'est pas eux qui vont vous dire faites ci ou faites ça. Ils vont plutôt vous demander en fait qu'est-ce que vous faites sur ces sujets pour adresser les enjeux. Mais derrière, dans toutes ces évaluations RSE, dans tous les fonctionnements, finalement, on va retrouver un peu la même chose, qui est un peu les 3 typologies d'actions dont je parlais un peu plus tôt, qui sont des actions d'identification des risques, des actions de prévention des risques et des actions de contrôle derrière ou de mitigation si jamais il y a des choses qui sont advenues. Et donc, à ce titre-là, il y a pas mal d'aspects justement où dans la CSRD, il y a des questions qui vont être posées en disant est-ce qu'il y a ou quel plan d'action avez-vous mis en place pour traiter cet enjeu? Là-dedans, on va pouvoir mettre en avant énormément de choses qu'on a dû justifier auprès d'Ecovadis parce qu'en fait, tout ça, ça fait partie finalement d'un plan d'action qui vous permet de traiter l'enjeu. Un exemple, ça pourrait être la corruption, ça peut être un peu la même chose sur les volets sociaux. Où vous avez identifié des enjeux justement sur les sujets sociaux, ça peut être par exemple conditions de travail, diversité, inclusion. La CSRD va vous demander quel est le plan d'action que vous avez mis en place pour traiter ces sujets. Et là, vous allez pouvoir mettre en avant tout ce sur quoi vous avez travaillé pour Ecovadis. Donc, par exemple, si on parle de diversité et d'inclusion, ça peut être des formations, ça peut être des référents sur des sujets de handicap, ça peut être des mesures précises à l'embauche ou à la promotion avec des règles très claires pour éviter les biais, etc., etc. Donc, actions d'amélioration de la RSE sont les mêmes que pour la CSRD. J'ai envie de dire oui, en fait, tout ça, finalement, c'est la manière dont vous traitez les enjeux qui sont matériels pour votre organisation. La CSRD vous demande de le rapporter d'une certaine façon, et Ecovadis vous évalue dessus, mais les deux, finalement, ne sont pas orthogonales, et vous n'allez pas devoir refaire des choses en plus. Alors, merci Pierre pour cette question.
J'espère que ça répondait bien à la question, Marie. Alors là, c'est une question très intéressante de Christine, Pierre. Beaucoup d'entreprises se heurtent à cette fameuse barrière des 55 documents. Alors là, on dépasse le thème éthique, hein, mais lors de l'évaluation EcoVadis, comment faire alors qu'on a tant de preuves et tant de choses à prouver aussi, avec le constat quand même que la plupart des entreprises qui obtiennent une médaille de platine le font avec moins de 30 documents. Donc, une donnée très intéressante, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Beaver pour obtenir la meilleure note en Europe. Nous avions soumis 26 documents avec Pierre à l'époque. Donc, Tout à fait. Pierre, c'est intéressant ce que tu peux avoir à dire sur ça. Bah, c'est quand on fait souvent ce type de webinaire aussi sur préparer l'évaluation écologique spécifiquement. Et un des conseils qu'on donne, c'est vraiment privilégier la qualité à la quantité. Et en fait, il y a un certain nombre de documents, et je voyais une réaction dans le chat de Christine, tout ceci reste très documentaire, il faut des ressources pour rédiger tout ça. C'est bien le problème, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de documentaires, de formalisation. Mais du coup, quitte à faire de la formalisation, autant faire de la formalisation intelligente. Et plutôt que d'avoir pléthore de documents où on dépasse la limite de 55, se réfléchir en fait quels sont un peu les documents qui vont pouvoir regrouper pas mal de sujets justement dans un même document, qui vont pouvoir permettre de justifier beaucoup de questions et qui derrière vont aussi être utiles pour l'entreprise. Un exemple parfait de ça, sur lequel on fait travailler tous nos clients, c'est un livret d'accueil ou un manuel des employés. Et derrière ce manuel des employés, typiquement, c'est un document qui va être très important pour l'entreprise et pour toute nouvelle personne qui pourrait rejoindre l'entreprise, parce qu'on va résumer dedans quels sont un peu finalement le fonctionnement sur les conditions de travail, sur la partie formation, gestion des carrières, sur la partie diversité et inclusion, sur la partie dialogue social, quelles sont les instances représentatives du personnel, ce qui est un CSE, etc. Donc on a un document un peu phare, qui est facile à mettre à jour parce que finalement on condense un maximum d'informations dedans, et qui derrière, dans le cas d'EcoVadis, permet de mettre en avant le fait qu'on fait beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ce type-là de document ou de support finalement de formalisation qu'il faut privilégier, parce que ça va beaucoup vous aider, ce sera beaucoup plus facile pour vous à maintenir, et vous allez rester sous la barre des 55 documents. Et comme dit Mathieu Pillarou, comme un livret d'accueil sécurité, exactement. Essayez de compléter au maximum des choses que vous avez déjà. Souvent, c'est des choses qui sont dans votre entreprise. Complétez-les, enrichissez-les pour que ce soit utile pour vos employés. Et derrière, ça vous fera un document qui va vous permettre de justifier 15-20 questions sur EcoVadis. On a des choses comme ça. Je pense que le manuel d'employé ou livret d'accueil ou typiquement le reporting, avoir un reporting consolidé, nous, c'est des choses qu'on fait souvent avec les clients. En fait, ces documents, quand on passe une évaluation EcoVadis, ils sont attachés à entre 20 et 40 ou 50 réponses. Souvent, la partie reporting, c'est une cinquantaine de réponses entre les indicateurs, est-ce que vous avez du reporting, etc. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut privilégier. Et pour vous, derrière, le fait d'avoir des choses consolidées, d'en avoir moins, ça fait que c'est plus facile à suivre et à maintenir. Quel est l'intérêt de signer la charte? Quel est l'objectif final? L'objectif final est que les employés soient au courant que vous avez un certain nombre de règles et un certain nombre de principes, un certain nombre d'objectifs en lien justement avec ces sujets éthiques. Si jamais il y a des objectifs éthiques qui sont définis, ou un peu finalement des engagements, surtout sur la partie charte, souvent on va peut être un peu mélangé avec le côté code de conduite, en mode voilà comment est-ce qu'il faut se comporter, voilà les règles sur les cadeaux, voilà les règles sur les invitations. Si ça reste connu de la personne juridique qui l'a écrite et c'est tout, ça va pas avoir beaucoup d'impact dans votre entreprise. Donc les politiques, elles ont plutôt vocation à être partagées justement, aussi pour communiquer finalement à vos employés la direction que vous prenez sur différents sujets. Et sur l'éthique, c'est particulièrement important parce que vous attendez un certain comportement de leur part. Et on a d'autres questions encore. J'aimerais reprendre la question alors pas Swazig, enfin on y reviendra à Swazig bien sûr, mais Léa Tridon. Nous sommes un groupe de 13 500 collaborateurs. Ça devient parfois même politique en interne pour changer quoi que ce soit. Et on le sait bien, Pierre, puisqu'on accompagne beaucoup d'entreprises de cette taille-là. Tu vois la question comme moi. Quelle est ta réponse? Signature est en effet très intéressante. Avez-vous des conseils pour un groupe de notre envergure? Donc j'imagine qu'en fait, il y a une charte éthique ou un code éthique qui a été mis en place et qu'il n'a pas forcément été communiqué à tout le monde depuis le début. Et donc là, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde
tout le monde est au courant. Je pense qu'il y a un élément important qui est, il faut déjà commencer par mettre en place la base, c'est-à-dire toutes les personnes qui rejoignent, en fait, ça fait partie de leur onboarding. Nous, c'est le cas chez Beaver. En fait, on a quand même un certain nombre de politiques et dans le parcours de bienvenue, il y a vraiment toute une section qui est dédiée à, en fait, vous devez lire et vous devez signer ou vous devez reconnaître que vous avez lu et compris l'ensemble de ces politiques-là. Donc ça, c'est un peu la première étape. Et après, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit bien reconnu? Si on n'arrive pas à, ou si on se dit en fait ce serait trop d'efforts de le faire sur l'ensemble des employés, je pense qu'une autre option, une autre possibilité, c'est en fait d'aller cibler des pourcentages de collaborateurs ayant accès au code éthique. La possibilité, c'est de cibler aussi potentiellement des populations qui peuvent être plus à risque, en disant bah, en fait on va faire signer le code éthique à tous les commerciaux parce qu'en fait c'est eux qui sont particulièrement exposés, ou à tous les managers, et derrière on va compter sur les managers justement pour diffuser ça dans leur équipe. Donc il y a je revois en même temps, il y a beaucoup de réactions dans le chat. On rend compte que c'est difficile de s'assurer de ce pourcentage. C'est soit il y a un système finalement de signature électronique qui est utilisé où en fait on envoie ce truc-là depuis un système RH par exemple ou autre à 13 500 personnes et on s'assure que tout le monde est revu. Chez mon ancien employeur, c'est ce qu'ils faisaient. Il y avait vraiment des trainings obligatoires, il y avait des documents obligatoires où d'un coup on recevait une notification. Et tant qu'on n'avait pas répondu, on avait des relances assez agressives et au bout de 14 jours de relance sans réponse de notre part, on se faisait bloquer notre boîte mail. Bon, c'est assez radical et pas forcément simple à mettre en œuvre. En revanche, il y a potentiellement des choses qui peuvent être faites via justement des populations un peu plus ciblées, un peu plus à risque, qui vous permettent finalement de montrer que vous n'avez peut-être pas 100% des 13 500 collaborateurs, mais vous avez 80% tous les managers qui sont au nombre de temps. Et ceux-là, normalement, ils sont un peu plus faciles à les cibler et à les engager sur ces sujets-là. Nous rencontrons souvent des acteurs de Tessie, dont je connais bien un des dirigeants. Sur les questions, une définition qui est importante, Pierre, tu as évoqué ces deux termes-là. Quelle est la différence, pour que ce soit très clair, entre une simple matérialité et une double matérialité? Ouais. C'est d'ailleurs le vrai terme consacré en français avec les traductions de l'EFRAG est important, c'est double importance, et non pas matérialité et double matérialité qui sont des termes anglais traduits en français. Matérialité, en fait, il y a vraiment cette notion de matérialité financière. Donc, quels sont finalement tous les risques en lien avec la RSE qui pèsent sur le côté financier de l'entreprise, qui peut vraiment avoir un impact financier sur l'entreprise, que ce soit une baisse des revenus, que ce soit une augmentation des coûts, etc. Donc, ça peut être, j'en sais rien, exposition, par exemple, trop importante au marché de l'énergie. Et donc, en cas de flambée des prix de l'énergie, on se retrouve avec une structure de coût qui est complètement cassée et qui finalement ne permet pas d'arriver à la rentabilité. Donc ça, c'est vraiment le côté plus matérialité financière. Et il y a aussi la matérialité d'impact qui est finalement quel est l'impact que l'entreprise va avoir du fait de ses activités, du fait de sa chaîne de valeur, du fait de ses opérations sur l'écosystème autour d'elle. Donc ça peut être l'environnement, ça peut être les parties prenantes externes, ça peut être pas mal de sujets, ça peut être aussi en lien avec les droits humains. L'idée, c'est un peu finalement de ramener aussi la responsabilité de l'entreprise en disant en fait, oui, il y a des sujets RSE qui concernent l'entreprise et ses aspects financiers, ça on les mesure depuis longtemps, c'est souvent été ça un peu l'angle d'attaque de beaucoup d'entreprises, mais il y a aussi tous les impacts que l'entreprise, en tant qu'acteur responsable de l'écosystème, va avoir sur son écosystème et qu'elle doit mesurer et qu'elle doit prendre en compte. Et donc, quand on parle de double matérialité, notamment qui devient obligatoire avec la CSRD, on parle de ces deux sujets. Il y a vraiment les côtés risques et opportunités justement sur le côté financier en lien avec des sujets RSE. Comment est-ce que ça impacte l'entreprise? Et il y a aussi l'impact que l'entreprise peut avoir, négatif ou positif, sur son écosystème extérieur, que ce soit, encore une fois, l'environnement, la biodiversité, la corruption ou les travailleurs, finalement, dans sa chaîne d'approvisionnement. Merci, Pierre. Je vois que les questions ne désemplissent pas. Que Swazi Non, aussi, ça fait plaisir. aussi actif dans les questions que dans le chat, Swazi. Oui, et d'ailleurs, je vais mettre à l'écran, là, vous allez voir apparaître un lien pour rencontrer justement un expert de notre équipe sur la partie éthique, pour poser aussi vos questions individuelles et revoir votre fiche d'évaluation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec cette personne. Vous allez voir le lien qui s'affiche.
sur Zig notamment si vous voulez prendre rendez-vous. Et on enchaîne sur les questions. Alors, question ici de Frédéric, à qui on renvoie la balle. Swazig, la question, Pierre, sur la différence entre les achats responsables. En effet, par exemple, je pense notamment au travail des mineurs. Parfois, c'est dans l'éthique, parfois, c'est lié à la chaîne d'approvisionnement, parfois, c'est une politique RH. Comment bien différencier ces thématiques-là, et notamment en vue d'Ecovadis et de la CSRD? Oui, c'est intéressant, effectivement. En fait, on retrouve dans les deux, dans la partie, typiquement sur Ecovadis, dans la partie corruption, on va avoir ce concept un peu de diligence raisonnable envers les tiers. S'assurer que les tiers avec lesquels on travaille, c'est bien des personnes qui payent leurs impôts, font leurs déclarations à l'URSSAF, etc., ne font pas du blanchiment d'argent, tout ça. Et donc, c'est vrai que ça rejoint un peu, vu qu'il y a cette relation justement avec des partenaires, ça rejoint un peu aussi les achats responsables. Dans la dimension achat responsable, il y a quand même un peu plus cette dimension de, en fait, on va chercher vraiment à sourcer tous les services, tous les produits dont on va avoir besoin, d'acteurs qui vont avoir un impact ou chercher à avoir un impact qui va être plus positif sur l'environnement et sur le côté social et qui vont mettre en place des choses pour bien fonctionner, qui sont un peu différents aussi de la partie finalement éthique de je suis en conformité, je fais bien tout ce que je suis censé faire. Mais je suis d'accord avec le fait que la frontière est mince. Et alors, ce qui est intéressant sur la partie CSRD, c'est que si vous avez un peu plongé dedans, vous remarquerez que autant la partie achat responsable est grosse dans l'Ecovadis, c'est vraiment très importante. Autant dans la CSRD, on en parle assez peu. En fait, on en parle un peu dans G1 Business Conduct. Il y a des questions sur les délais de paiement des fournisseurs et des questions sur est-ce que on va prendre en compte quelques critères RSE justement pour sélectionner ses fournisseurs, mais ça s'arrête là, c'est vraiment assez succinct pour le moment. Et j'imagine qu'en fait, avec les normes sectorielles qui vont arriver au fur et à mesure, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des choses en plus à faire dans certaines industries qui peuvent être assez lourdes dessus. Et typiquement, pour tous les acteurs de la distribution, j'imagine que ce sera beaucoup plus important. Ah bah, j'avais oublié que je l'avais mis sur YouTube. Merci Denis d'être allé la chercher. Elle doit être liée au reste de ma chaîne YouTube perso. Donc vous verrez notamment comment apprendre à faire une sauce au pignol à l'italienne. Bon. En tout cas, ça fait plaisir, il y a la bonne humeur dans toute l'équipe. Est-ce qu'on a un exemple, Pierre, de plan d'action sur le volet éthique, demande Richard, qui est déjà venu à d'autres webinaires aussi? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je suis désolé, Richard, quelle est l'attente ici? N'hésitez pas à préciser dans le chat. Et si on a ça en stock, on sera ravis de le partager. Ouais, je pense que la meilleure manière d'avancer sur ça, c'est de contacter Hugo. Il est 11h54, on va prendre encore quelques questions et donner quelques secrets sur l'évaluation. Louis Vigneron, comment définir ma matrice de double matérialité? Alors, la matrice de matérialité, on l'a dit, Ecovadis en fait une approximation lorsqu'ils vont venir croiser votre géographie, votre industrie, votre taille, et ils vont en déduire des enjeux de matérialité sur lesquels vous devrez reporter ensuite pour votre évaluation. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour la double matérialité, évidemment, on ne peut pas se suffire d'un logiciel, même si certains le promettent, mais c'est un travail de fond, Pierre, pour être sûr d'adresser les bons sujets. Tout à fait. Et je vais partager un lien dans le chat qui est un guide qu'on avait fait il y a quelques mois déjà, qui parle un peu de la CSRD, vraiment une introduction, et qui notamment parle de la double matérialité à la fin, à quoi ça correspond, comment la faire. Il y a beaucoup de guides, et notamment beaucoup d'informations qui ont été communiquées par l'EFRAG, donc l'organisme justement qui sort les normes ESRS, qui explique et qui détaille comment mettre ça en pratique, comment le mettre en place. Donc il y a beaucoup de littérature qui est disponible sur Internet, et si vous suivez un peu ça sur LinkedIn, qui est souvent partagé par beaucoup de différents acteurs, et je vous encourage vraiment à vous tourner vers des publications officielles type EFRAG, parce que c'est vraiment ça qui va faire foi à la fin. C'est une question de Mathieu Pilarou de la société ADC, Pierre. Pour les négoces, ceux qui achètent et revendent sont soumis à la vente au client. Le client, pour le moment, préfère un produit pas cher. Donc là, ce que dénonce ou ce dont s'indigne Mathieu, c'est le côté le client ne va pas particulièrement faire de choix en fonction de la performance environnementale d'un produit, mais finalement quand même du prix. C'est une très bonne question, et c'est une question qui est assez dure. C'est une question qu'on a effectivement souvent de la part de distributeurs. On travaille avec des distributeurs qui nous disent, nous, on a aussi ce côté-là où en fait, on a des acteurs chinois qui font pas du tout, qui respectent pas du tout nos comment dire,
nos exigences, mais derrière, les prix sont bien moins chers. Donc, en fait, c'est ce qu'attendent nos clients. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? C'est un peu la partie compliquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trop de substituts. C'est un peu à prix équivalent, à service équivalent, à qualité équivalente. Finalement, la différence va se faire aussi sur est-ce qu'il y a une démarche derrière de responsabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction du secteur dans lequel on joue, on a aussi des contraintes. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est pas mal de travaux qui sont en train d'arriver au niveau des filières plutôt, de dire comment est-ce qu'on se réinvente, comment est-ce qu'on arrive à définir des règles justement d'un front commun pour être sûr que on avance dans la bonne direction tous ensemble et que c'est pas le premier qui bouge qui perd tout simplement parce qu'il essaie d'être un peu plus vertueux que les autres. Qui perdrait du fait d'une concurrence qui ne Exactement. s'aligne pas. Et c'est compliqué parce qu'on a envie de se battre pour justement construire cette transition et un avenir durable. Et à la fois, il faut qu'on embarque tout le monde. C'est aussi le rôle qu'ont à jouer les clients et les grands donneurs d'ordre, dont les législateurs. Sur le sujet, sur le volet social, j'ai mis un lien vers un webinaire pour la semaine prochaine pour inviter votre équipe RH. L'idée, ce sera de montrer comment on peut construire sa politique RH et à quoi ça ressemble une fameuse politique RH, les actions qu'on peut mettre en place pour EcoVadis et les indicateurs de suivi. Donc, ne pas manquer ce webinaire-là, qui sera animé par nos experts la semaine prochaine. Et ici, on va prendre la question de Marie Baron. Comment structurer l'approche CSRD et faire le rapport attendu, ce qui est une question très très lourde, que sûrement les prochaines secondes ne nous permettront pas de couvrir. Mais Pierre, toi qui connais Marie et qui allait la rencontrer dans ses bureaux, tu as sûrement déjà quelque chose à dire. Ouais, on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a un email de Marie qui m'attend dans ma boîte mail justement et on doit parler de ce sujet. Donc, comment structurer l'approche CSRD et notamment comment la mettre en musique par rapport à EcoVadis, effectivement, on n'aura pas l'occasion de vraiment parler en détail dans les 2 minutes qui nous restent. Donc, je propose qu'on passe à la prochaine question. Ouais, et Marie, dont on félicite puisque son entreprise a obtenu la médaille d'or, CEFI Transmission, qui est évidemment une entreprise qu'on suit de très près chez Beaver et dont on est très fier d'accompagner les équipes. Magnifique score de 77 sur 100, il me semble. C'est une très belle performance et c'est surtout à la hauteur de ce qu'ils font sur le terrain, quoi. C'était important pour nous de rendre justice à cette entreprise. Question de Christine, s'il n'y a pas de substitution pour un produit dangereux, comment prouver à EcoVadis? Donc là, il n'y a pas d'autre moyen. Comment justifier ça à EcoVadis Si, j'allais dire, si ça n'existe pas, s'il n'y a pas de substitution, il n'y a rien à prouver. Et c'est un peu pour ça finalement que EcoVadis a ce système où en fait ils vont vous poser des questions sur des thématiques. Ils vont dire est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça, avec des cases à cocher. Vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases pour avoir le maximum de points. En fait, ce qui va être attendu, c'est que vous en cochiez un nombre assez suffisant pour montrer que vous en paraissez du sujet. Donc, s'il y a une question qui est absolument pas pertinente, qui s'applique absolument pas à vous, parce qu'en fait, dans ce cas-là, typiquement, il n'y a pas de substitution. Il n'y a pas de substitution, il n'y a pas de substitution, et puis en fait, on n'y répond pas. On ne va pas inventer des choses pour faire plaisir à l'analyste EcoVadis et cocher la case. Et on va se concentrer sur ce sur quoi on a un impact et ce sur quoi on peut mettre en place des choses. Merci à tous et nous vous souhaitons un bon appétit, un bon début d'été demain, la fête de la musique. N'hésitez pas à parler de Harmonie RSE à chaque stand que vous croiserez. Harmonie RSE qu'on vous laissera redécouvrir sur LinkedIn ou YouTube. On vous encourage aussi à rejoindre notre prochain webinaire la semaine prochaine et le groupe sur LinkedIn Conformité RSE où on réunit justement les habitués de ces webinaires pour partager les meilleures pratiques. Donc, vous êtes tous invités à rejoindre ce groupe-là dont je vais mettre le lien dans le chat avant que vous partiez manger. Conformité RSE. Il y a déjà 630 passionnés et on se partage les bonnes pratiques. Voilà, le lien ici. Merci. Il n'y a pas un endroit où tu peux donner rendez-vous aux gens où tu joues de la musique demain soir, Charles? Non, malheureusement, je serai, pour raisons personnelles que je ne souhaite pas évoquer aujourd'hui publiquement, indisponible. Pour 2025. Ce sera pour l'année prochaine. Très bien. Merci Alain pour votre commentaire. Nous prenons aussi ce genre de retour et nous saurons en discuter en privé. Je pense qu'Alain voulait une question sur les outils, etc. Ça vaut le coup d'aller regarder sur le double matérialité, côté Good Steps peut-être. Je pense que c'est un bon outil pour la double matérialité.
Oui, si vous êtes consultant, on recommande l'outil GoodSteps. Ah, mais il y avait Jean. Ah bah, salut Jean. À bientôt. Au revoir.